Lorsque je suis entrée au milieu de ma propre fête d'anniversaire, le brouhaha et le tintement des verres se sont tus comme si quelqu'un venait de vider la pièce de tout son air. Tous les regards se sont tournés vers moi, une femme de 71 ans avec un œil au beurre noir qu'aucun maquillage ne pouvait dissimuler. Et puis, dans le silence de la foule, mon fils a parlé, d'une voix claire et fière, comme s'il venait de déclarer une victoire. Ma femme a simplement appris à ma mère à respecter les autres. Un rire léger a suivi. Ma belle-fille se tenait à ses côtés, ses yeux froids comme l'acier. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement pressé une compresse froide sur mon œil et j'ai regardé droit vers la caméra au plafond que j'avais discrètement installée la semaine dernière. J'ai souri, car je savais que ce soir, chacun de leurs mensonges était enregistré, seconde par seconde. Et quand cette porte s'ouvrira, la dernière personne qu'ils s'attendent à voir entrera avec une enveloppe qui fera taire cette pièce une seconde fois. Si vous écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour qu'elle puisse atteindre encore plus de monde. Mon nom est Hélène Leclerc, 71 ans, veuve depuis 3 ans. J'ai vécu dans cette maison pendant plus d'un demi-siècle, là où Théodore, mon mari, et moi avons élevé notre fils unique, Thomas. Je ne suis pas aussi riche que les gens le pensent, mais j'ai ce pourquoi Théo et moi avons travaillé toute notre vie. Un foyer, un passé décent, et une petite mesure de respect de soi qui me reste. Je pensais que la vieillesse serait paisible, du thé le matin, l'arrosage des fleurs l'après-midi, le visionnage de vieilles photos le soir. Il s'avère que ce que j'ai dû apprendre à 71 ans, c'est comment me protéger de la personne même à qui j'ai donné la vie. Ce soir, dans cette maison même, je ne suis plus la mère douce ou la veuve fragile. Je suis la seule qui se souvient encore que la justice arrive parfois en retard, mais elle arrive. Le salon de la maison des chênes brillait d'une lumière dorée et chaleureuse. Un morceau de jazz flottait, à moitié terminé, dans l'air. Cette pièce était autrefois l'endroit où mon défunt mari, Théodore Leclerc, et moi organisions des soirées familiales avec de la tarte aux pommes et de la lavande sur la table. Maintenant, dans cette même pièce, tout ce que je pouvais entendre était mon propre rythme cardiaque lent et les chuchotements des invités essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La robe émeraude que j'avais choisie pour la soirée me semblait soudainement sombre sous les lumières. J'ai vu quelques vieux amis de mon mari détourner le regard. Quelques voisins baisser les yeux, incertains. Un invité plus jeune a laissé échapper un soupir silencieux. Je savais ce qu'ils pensaient. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? La question était sur leurs lèvres, bien que personne n'osât la prononcer. Sophie a fait un pas en avant et a saisi la main de Thomas comme si elle revendiquait un territoire. Sa voix était douce, scénarisée. Je veux juste que ta mère comprenne qu'elle ne peut pas traiter cette maison comme si elle était la sienne seule. Ton fils a une famille maintenant. J'ai gardé les yeux fixes. Je n'ai pas répondu. J'ai levé les yeux vers le coin du plafond, où une caméra de la taille d'une pièce de monnaie tournait légèrement. Sa minuscule LED clignotait comme l'œil d'un ami loyal, attendant mon signal. Personne ne savait que seulement 20 minutes plus tôt, j'étais à l'étage avec une poudre compacte à la main, sur le point de retoucher mon maquillage. Sophie était entrée sans frapper et avait calmement fouillé dans ma boîte à bijoux. Quand j'ai dit « Ne touche pas à mes affaires », elle a eu un sourire narquois et m'a poussé à l'épaule alors que je m'avançais. La chute a projeté ma tête contre le bord de la commode, une douleur lancinante déchirant mon front. Quand j'ai levé les yeux, elle était juste là, ajustant froidement le bracelet en argent à son poignet comme si de rien n'était. Vous devriez être plus prudente, Hélène. À votre âge, une simple glissade peut signifier un os cassé. Je n'ai rien dit. J'ai essuyé le sang d'une petite coupure. J'ai regardé dans le miroir, mon visage enflé et tordu, mais la lumière toujours dans mes yeux. Je savais que si je restais silencieuse ce soir, demain il me qualifierait de confuse et essaierait de m'envoyer dans une maison de retraite. Je suis descendue lentement. Mes talons heurtaient chaque marche à un rythme régulier, assez pour faire tourner la tête de tout le monde, et puis le choc, celui que Sophie n'aurait jamais pensé que j'aurais le courage de livrer, était juste là, devant eux tous. Moi, avec un œil au beurre noir, le menton levé, arborant un sourire froid. Thomas se tenait au centre de la pièce, serrant un verre de whisky. Le fils que je croyais autrefois qu'il protégerait sa mère me regardait maintenant comme si j'étais une étrangère gênante. « Maman, tout le monde est là. S'il te plaît, ne fais pas de scène. » Son ton s'est adouci, mais ses yeux étaient pleins d'agacement. « Je veux juste que tu te reposes. » Sophie ne le pensait pas. « Tu as glissé, c'est tout. » J'ai failli rire. Glisser. Le mot a flotté de sa bouche comme s'il n'avait pas juste déchiré le cœur de quelqu'un. Un invité plus âgé, un ami de mon mari, a posé son verre et a dit doucement « Thomas, tu devrais emmener ta mère se faire examiner. » Sophie s'est tournée et a offert un sourire froid. « Pas la peine. Elle va bien. »
Ma belle-mère est très forte. J'ai regardé quelques personnes partir discrètement, ne voulant pas être entraînées dans l'embarras. Ce qui restait était un silence épais et lourd. J'ai pressé la compresse froide sur mon œil, sorti mon téléphone de ma poche et balayé l'écran. La sauvegarde cloud du système de sécurité s'est activée. Une petite icône s'est allumée. Téléchargement en cours. J'ai expiré lentement. Quiconque regardait aurait supposé que je me calmais, mais à l'intérieur, j'avais commencé le compte à rebours. Dans le coin, j'ai vu mon frère, Marc Dubois, se frayer un chemin à travers la foule. Marc, ancien officier de la Marine nationale, de 10 ans mon aîné, marchait toujours droit avec des yeux vifs comme l'acier. Il a pris ma main, sa voix basse et stable. « Tu vas bien, Hélène ?» J'ai hoché la tête. « Ça va. » Il a incliné la tête, baissant la voix pour que je sois la seule à entendre. « Ne cède pas d'un pouce. J'ai déjà appelé Nora. Elle est en route. » J'ai pincé les lèvres. Il y a seulement 2 jours, j'avais rencontré l'avocate maître Nora Valois, une vieille amie de Théo. Elle m'avait dit de sauvegarder chaque document en cas de transfert forcé. Je ne pensais pas en avoir besoin si tôt. Dans une pièce pleine de gens, je me tenais immobile, regardant les 2 que j'appelais autrefois ma famille. Sophie s'accrochait au bras de Thomas, feignant d'être attentionnée, mais sa prise était si forte que ses jointures blanchissaient. Thomas évitait mes yeux, ne regardant que l'ecchymose, comme si elle prouvait les ennuis d'une vieille mère. Une goutte froide a glissé sur ma joue, peut-être de la compresse, peut-être une larme. Je me suis souvenu de ce que Théo disait, « Hélène, certaines batailles n'ont pas besoin de cris. Tu restes juste ferme jusqu'à ce que l'autre côté s'effondre. » Alors, je suis restée ferme. Un murmure s'est élevé derrière moi. Quelqu'un a dit, « La pauvre. » Quelqu'un d'autre a dit qu'elle devrait faire de la place pour son fils. J'ai tout entendu, mais je n'ai pas réagi car je savais que dans quelques minutes, chacune de ses bouches se tairait. Sophie s'est approchée, le faux sourire de retour sur son visage. « Maman, laisse-moi t'emmener à l'étage. Tout le monde s'amuse. Tu ne devrais pas gâcher l'ambiance. » Je l'ai regardée et j'ai dit lentement, « Non, Sophie. C'est ma maison. Je reste ici. » Un léger murmure a parcouru la foule. Thomas a rougi et a détourné le regard. Dehors, à travers la grande fenêtre, j'ai vu des phares balayer l'entrée. Un moteur s'est arrêté, des talons ont cliqué sur le chemin de pierre. La sonnette a retenti, un son léger, mais tranchant comme une lame coupant l'air. Sophie a serré la main de Thomas et a murmuré, « Qui arrive maintenant ?» J'ai posé mon verre d'eau, ajusté la compresse sur mon œil, et j'ai souri pour la première fois de la soirée. Un sourire petit, fatigué, mais calme. Je savais exactement qui était là. Et quand la porte s'est ouverte avec une enveloppe scellée de rouge dans la main de Nora Valois, mon 71e anniversaire a enfin commencé. Il y a 3 ans, je disais encore « nous ». Maintenant, il n'y a plus que « je ». Ce matin d'hiver, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, fine comme du papier. Théodore Leclerc, l'homme qui avait marché avec moi pendant près d'une demi-vie, gisait à côté de moi, paisible comme s'il dormait. J'ai touché son épaule et j'ai murmuré « Théo ». Et le monde, à partir de ce moment, est devenu silencieux. Pas de battement de cœur, pas de souffle, seulement l'espace entre mes doigts et sa peau se refroidissant à chaque seconde. On dit que lorsqu'un partenaire meurt après tant d'années ensemble, la maison change aussi. Elle garde sa forme, mais la chaleur a disparu. La maison des Chênes, la demeure à 2 étages que nous avions achetée quand Thomas était en 2e année, me semblait soudainement effroyablement grande. Je me souviens encore de chaque brique qu'il avait posée à la main, de chaque charnière grinçante qu'il n'avait pas eu le temps de réparer. À l'arrière, la rangée de roses pourpre foncé que Théo avait plantée, celle dont il disait qu'elle survivait aux gens, se tenait fière même dans l'hiver glacial. Le jour de sa mort, Thomas s'est assis avec moi, me tenant la main. Il venait d'avoir 40 ans, orphelin de père, et j'avais perdu à la fois mon partenaire et mon ancre. Aux funérailles, il a promis, « Je prendrai soin de toi. Tu n'auras à te soucier de rien. » Je l'ai cru. Je voulais le croire parce que dans ses yeux, je voyais le regard plus jeune de Théo, honnête, stable, responsable. Quelques semaines plus tard, maître Nora Valois est venue avec un dossier épais noué d'un ruban gris. Sa voix était douce mais ferme. Monsieur Leclerc avait tout préparé. À l'intérieur se trouvait le testament. Théo me laissait la pleine propriété de la maison des Chênes. Pas d'intermédiaire, pas de partage. À la fin, il y avait une clause spéciale soigneusement tapée. En toute circonstance où Madame Hélène Leclerc serait forcée, contrainte ou manipulée pour quitter sa maison, l'ensemble de la propriété ne sera pas transmis à des parents, mais sera transféré au fonds de soutien des anciens combattants de la région.
J'ai lu cette partie 3 fois. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser mon verre d'eau. Nora a dit que Théo était venu la voir juste un mois avant de mourir. Il lui avait dit « Hélène est trop gentille. Quelqu'un pourrait abuser de sa confiance. » J'ai pleuré tout l'après-midi, non pas à cause de l'argent, mais parce que même jusqu'à son dernier souffle, il pensait à moi. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche arrière. Le clair de lune sur les roses. J'ai entendu sa voix dans le vent. Ne laisse personne utiliser les liens familiaux pour te pousser hors de ta propre maison. Je ne savais pas pourquoi il avait dit ça. À l'époque, Thomas était encore le fils dévoué, m'appelant chaque matin, cuisinant les dîners du week-end, réparant les robinets qui fuyaient sans qu'on le lui demande. Peut-être que Théo sentait ce que je ne pouvais pas, que parfois le danger ne vient pas d'un étranger qui frappe à la porte, mais de là. Personne qui a déjà la clé. Durant les premiers mois après les funérailles, Thomas est revenu vivre à la maison. La maison avait de nouveau une voix. Chaque matin, je faisais du café. Il lisait le journal et demandait nonchalamment « Tu as bien dormi ?» L'après-midi, il tondait la pelouse, puis dînait avec moi. Nous parlions de Théo, des voyages que nous avions faits, de l'odeur de peinture qu'il aimait, de son refus d'acheter du pain pré-tranché. Je pensais que la perte s'adoucirait. J'ai gardé mon habitude de tenir un journal, celle que Théo taquinait en l'appelant le besoin de contrôle du comptable. Mais mes journaux n'étaient pas seulement des dates et des pensées. Je gardais les reçus, les factures, les copies de lettres. Je ne savais pas pourquoi j'étais si prudente. Peut-être qu'en vieillissant, nous avons besoin de petits bouts de papier pour prouver que nous vivons encore, que nous sommes encore en charge de quelque chose. Chaque matin, après le départ de Thomas pour le travail, je nettoyais, je m'occupais des plantes et je dépoussiérais la photo de mariage sur le mur. Parfois, je touchais le verre et je disais à l'homme sur la photo « Ne t'inquiète pas, je vais bien ». La vérité, c'est que je ne me suis jamais vraiment sentie bien. Sans Théo, tout résonnait. Le vent dans le couloir sonnait comme un soupir. La grande cuisine contenait une assiette, une tasse de thé. J'allumais la télévision juste pour avoir une voix dans la pièce. Pour ne pas me sentir seule, j'ai appris quelques nouvelles choses. J'ai installé la serrure intelligente que Thomas m'avait offerte pour Noël, même si cela m'a pris tout un après-midi pour la faire fonctionner. J'ai téléchargé l'application de la caméra de sécurité et l'ai synchronisée avec mon téléphone juste pour jeter un œil au jardin quand il pleuvait. C'était de petites choses, mais pour moi, elles me gardaient occupée, utile, au-dessus du silence. À l'époque, Thomas était adorable. Il disait « Ne t'inquiète pas pour la technologie, maman. Je l'ai configurée. Tu n'as qu'à appuyer sur un bouton. » J'ai hoché la tête et j'ai souri. Il ne savait pas que je m'étais déjà appris à réinitialiser tous les mots de passe et à créer une sauvegarde séparée. Ce n'était pas que je ne faisais pas confiance à mon fils. Je voulais juste un coin de sécurité qui soit le mien, juste au cas où. Chaque fois que je regardais les papiers de Théo, je me souvenais de ces mots. Il disait « Un testament n'est pas juste de la paperasse. C'est la clôture invisible que je construis autour de toi. » À l'époque, cela semblait excessif. Maintenant, je comprends que ces clôtures invisibles pourraient être la seule chose qui me maintient stable face aux tempêtes soulevées par ma propre famille. Ce printemps-là, Thomas a obtenu une promotion à l'entreprise de construction. J'étais heureuse. Il a acheté de nouveaux rosiers pour le jardin. Il a dit qu'ils étaient pour papa. Ils ont fleuri tard, d'un rouge profond et étrangement parfumé. Je pensais que les choses s'amélioreraient, que nous garderions cette maison ensemble comme un morceau de Théo. Mais dans ce calme, je sentais parfois quelque chose d'étrange. Thomas était sans domicile fixe, prenait des appels secrets et disait sèchement « juste des trucs de travail ». Je n'ai pas demandé. Il avait droit à sa vie privée. Je lui faisais encore confiance. Je lui ai fait confiance jusqu'à ce que je voie comment ses yeux changeaient chaque fois qu'il mentionnait Sophie Fournier, la collègue intelligente dont il parlait plus que de n'importe qui d'autre. Je ne savais pas encore que Sophie deviendrait la tempête qui mettrait ma maison à nu. Je savais seulement que derrière les avertissements de Théo, le destin semblait attendre patiemment son épreuve. Une nuit venteuse, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit la dernière ligne de la journée. Peut-être que tu as vu quelque chose venir. J'essaierai d'être forte, Théo. Je promets que si quelqu'un essaie de prendre cette maison, il devra d'abord passer par moi. Puis j'ai éteint la lumière et je me suis allongée dans le noir, écoutant la serrure intelligente se fermer. Un son sec qui, étrangement, me réconfortait. Je n'avais aucune idée que 3 ans plus tard, ces petites choses, journaux, caméras, serrures, seraient le bouclier qui me sauverait de la plus cruelle des trahisons. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai regardé le plafond où le clair de lune se déversait par la fenêtre. J'ai pensé à Théo, à ses étés à tondre la pelouse, à ses mains tachées de terre quand il a planté la première rangée de roses pourpre foncé. J'ai souri et j'ai murmuré,
Je tiens toujours notre forteresse, Théo. Je ne savais pas que cette promesse déclencherait un combat que je n'aurais jamais imaginé devoir mener à 71 ans. Thomas a rencontré Sophie Fournier lors d'une conférence sur la construction à Lyon. Je me souviens qu'il a appelé ce jour-là, étrangement excité, disant qu'il avait rencontré une femme incroyable, qui comprend le travail, a du goût et est vraiment vive d'esprit. J'ai ri et j'ai dit, on dirait la façon dont ton père m'a décrite la première fois. Il a ri et j'ai pensé que c'était juste un joli moment. Je ne savais pas que cette femme changerait tout dans ma vie, de la façon dont les gens me parlaient à ce que signifierait le mot foyer. Quelques semaines plus tard, Thomas a amené Sophie à la maison. Elle est entrée dans la maison des chênes comme si elle en connaissait déjà chaque brique. Blazer crème, cheveux bruns attachés en arrière, des talons tapant un rythme confiant sur le parquet. Sophie m'a serré dans ses bras, son parfum cher inondant mon nez, si fort et sucré que c'en était presque désagréable. Madame Leclerc, je suis si heureuse de rencontrer enfin la femme dont Thomas parle toujours, a-t-elle dit, le sourire aussi brillant qu'un flash d'appareil photo. J'ai répondu poliment. Appelez-moi simplement Hélène. Tout le monde le fait. Hélène, a-t-elle répété, prolongeant le dernier son comme si elle goûtait mon nom. Ses yeux, bien que souriants, ne sont pas restés sur mon visage. Ils ont parcouru la peinture sur le mur, la vitrine, l'horloge ancienne de Théo, tout en moins de 10 secondes. J'ai l'habitude des regards admiratifs, mais celui de Sophie n'était pas de l'admiration. C'était de l'évaluation. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner soigné. Poulet rôti aux herbes, le plat préféré de Thomas dans son enfance. Salade de roquettes avec du fromage frais et du pain chaud. Je voulais que la première rencontre soit accueillante, comme j'ai toujours accueilli la famille. Sophie a loué l'odeur, digne d'un restaurant italien, mais n'a mangé que quelques bouchées. Elle a posé son couteau et a incliné la tête avec un sourire. C'est délicieux. C'est juste que je suis un régime pauvre en glucides. Votre cuisine semble un peu imprégnée de vieilles odeurs d'huile, n'est-ce pas? J'ai marqué une pause. Personne n'avait jamais dit ça dans cette cuisine, mais j'ai souri et j'ai dit, peut-être que le four est vieux. Je le nettoierai à nouveau. Elle a hoché la tête, ses yeux toujours fixés sur la table en chêne où je pouvais voir de silencieux calculs. Après le dîner, Sophie s'est levée et a déambulé dans le salon. Cette maison a un potentiel incroyable, a-t-elle dit, comme si elle présentait un projet à un client. Si nous éclaircissons les rideaux, changeons le tapis, ajoutons quelques jardinières modernes, la valeur montera en flèche. Qui sait? Si jamais vous devez vendre plus tard, vous ferez un gros profit. J'ai répondu doucement. Je n'ai jamais pensé à vendre. Sophie s'est retournée, toujours souriante. Oh, bien sûr. Mais parfois, on ne peut pas prédire l'avenir, n'est-ce pas? Thomas débarrassait les assiettes et a ajouté. Sophie t'aide juste à anticiper, maman. C'est une planificatrice. Elle remarque des détails que les gens manquent. J'ai hoché la tête, bien que quelque chose me semblait étrange, comme un fil tiré trop fort quelque part dans ma poitrine. Après cela, Sophie est venue plus souvent. Les week-ends, avec du vin ou des fleurs fraîches. En surface, parfait. Elle parlait avec aisance, savait qu'en complimenter, qu'en rire, mais dans ses yeux, je voyais toujours une équation silencieuse, comme quelqu'un arrangeant un échiquier sur lequel je ne savais pas que je me tenais. Chaque fois qu'elle traversait le salon, elle touchait les accoudoirs des chaises, la table, les cadres de famille. Vous et monsieur Leclerc avez tout si bien entretenu, disait-elle. Mais ce style, c'est un peu trop traditionnel. Si vous modernisez, ce sera plus lumineux et plus ouvert. Je souriais simplement, ne voulant pas de débat. J'ai appris que le silence d'une personne âgée est souvent pris pour de la faiblesse, mais parfois, c'est une façon d'observer. Thomas semblait captivé par Sophie. Il louait souvent son indépendance, sa vivacité d'esprit et sa prévenance. Chaque fois, j'entendais la voix de Théo en mémoire, « Méfie-toi des gens qui font changer ton fils dans sa façon de parler de sa propre famille. » Un soir de juin, Thomas a amené Sophie pour annoncer leur fiançailles. Tout s'est passé si vite, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. « Tu es sûre ?» ai-je demandé. « Sûre, maman. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me comprenne comme Sophie. » J'ai regardé Sophie. Elle a souri et a pris la main de mon fils. « Votre fils est merveilleux, Hélène. Je promets que je prendrai toujours soin de lui. » J'ai hoché la tête. Quelque chose de lourd pesait dans ma poitrine, sans nom. Leur mariage fut petit, juste quelques dizaines d'invités. Sophie a tout organisé elle-même, disant que je devais simplement m'asseoir et profiter. Je pensais que cela signifiait du respect, jusqu'à ce que je regarde de plus près. Tout au mariage portait le style de Sophie. Des blancs froids, des orchidées, des chaises en métal brillant. Rien de Thomas,
rien de la famille Leclerc. Après le mariage, je pensais qu'ils prendraient leur propre logement. Mais ensuite, Thomas a dit, nous resterons avec toi un moment jusqu'à ce que nous trouvions la bonne maison. J'ai accepté. Même si je sentais une pointe d'inquiétude, je voulais y croire. Quelle mère ne veut pas un peu plus de temps avec son enfant? Rester un moment, c'est étirer sans fin. En moins d'un mois, le décor de Sophie a pris le dessus. Coussins en velours gris, vase en verre, un tapis d'argenté moderne. La maison devrait être plus fraîche, disait-elle. Les vieilles couleurs rendent les gens léthargiques. J'ai souri et j'ai dit, tant que ça plaît à Thomas, mais en quelques semaines, j'ai réalisé que « rester un moment » n'était pas la bonne expression. Sophie a commencé à établir des règles. Elle a remplacé les rideaux crème par des rideaux blancs glacés pour mieux réfléchir la lumière. Elle a déplacé la petite étagère commémorative de Théo dans un autre coin parce qu'elle déséquilibrait le salon. Elle a accroché sa photo de mariage avec Thomas au centre de la pièce, là où se trouvait autrefois le portrait souriant de Théo dans le jardin. Je n'ai pas discuté, mais chaque fois que je passais, j'avais froid. Une maison autrefois pleine de soleil était maintenant éblouissante, stérile, sans émotion, comme son regard. Sophie parlait beaucoup de minimalisme, de fonctionnalité et d'augmentation de la valeur de la propriété. Un après-midi, elle a demandé, « Savez-vous que les maisons ici montent en flèche? Si vous vendez maintenant, vous doublerez certainement votre argent. » J'ai répondu simplement, « Je ne vends pas », elle a souri plus doucement. « Bien sûr, pas besoin de vendre maintenant. C'est juste que peut-être un jour vous voudrez un endroit plus calme. » Les seniors préfèrent souvent les communautés avec des soins et des amis de leur âge. Je connais de très beaux endroits avec un lac et des salles de yoga. J'ai posé ma tasse de thé et les regardé dans les yeux. « Merci, mais je suis bien ici. » Elle s'est tue, mais j'ai vu un léger sourire, comme quelqu'un posant la première brique d'un long plan. Ce soir-là, Thomas est rentré tard. Quand je lui ai raconté ce que Sophie avait dit, il a simplement ri. « Elle ne fait que veiller sur toi. Je pense qu'elle veut vraiment que tu sois à l'aise. » Je suis restée silencieuse. Depuis quand les mots de Sophie avaient-ils plus de poids que ceux de sa mère? Je suis montée à l'étage et je me suis tenue à la fenêtre, regardant le jardin de roses. Les roses pourpres foncées de Théo étaient en pleine floraison, d'une beauté à couper le souffle. Mais alors que la brise passait, les pétales tombaient, tapant les marches un par un, comme un rappel. Tout est remplacé si on ne le retient pas fermement. J'ai fermé la fenêtre, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon vieux journal. L'entrée de ce jour, Sophie est entrée dans ma maison avec des talons hauts et des compliments sirupeux. Mais dans ce sourire, j'ai entendu des mesures, comme un marteau tapant sur les murs pour trouver le point le plus faible à frapper. Je ne sais pas quand ma vie a commencé à changer de cap. Je sais seulement que depuis le jour où Sophie a franchi le seuil de la maison des chênes, ma paix est partie avec la chaleur de Théo. Dès son arrivée, la maison des chênes a cessé d'être un foyer pour devenir une scène qu'elle dirigeait. Thomas jouait le mari parfait, et j'étais un accessoire démodé poussé hors du cadre. Les fêtes ont commencé d'abord, des dîners intimes avec les collègues de Thomas. Puis les week-ends du groupe universitaire de Sophie, puis les anniversaires de mariage, les rencontres de yoga, les brunchs du dimanche, semaine après semaine. Une maison autrefois calme et embaumant la tarte aux pommes de Théo, maintenant rythmée par la musique électronique et les rires du vin et du parfum lourd, si fort que je devais fermer la porte de ma chambre. Je demandais souvent gentiment. « Sophie, pourrais-tu me prévenir quelques jours à l'avance pour que je puisse préparer la cuisine ?» Elle souriait et répondait avec légèreté. « Oh, tu n'as pas à t'inquiéter. Ce sont des fêtes de jeûne. Repose-toi, détends-toi. » D'accord. J'acquiesçais. Mais je comprenais que dans le dictionnaire de Sophie, repos signifiait reste à l'écart. Un soir d'août, je suis descendue chercher de l'eau et j'ai trouvé Sophie à la porte, me barrant le passage avec un sourire poli. « Madame Hélène, les invités utilisent le karaoké en bas. C'est bruyant. Peut-être que vous devriez vous coucher tôt. » Sa voix était douce, mais ses yeux étaient durs comme du verre. Je suis remontée sans un mot. Alors que ma porte se fermait, je l'ai entendue appeler en bas. Elle a enfin compris le message. Je n'ai pas allumé la lumière. Je suis restée assise là, dans le noir, à écouter la musique en bas. Les rires, le tintement des verres, les talons sur le parquet. Chaque son conçu, semblait-il, pour me rappeler que je n'avais plus ma place ici. À partir de ce jour, de nouvelles règles ont commencé à apparaître. Sophie a collé une note sur le réfrigérateur. Veuillez ne pas utiliser la machine à laver après 19 heures pour ne pas déranger les voisins. Puis est venu, maintenir le salon à 21 degrés Celsius. La climatisation ne peut pas supporter plus. Et enfin, si vous utilisez la cuisine, nettoyez-la juste après avoir cuisiné.
3 notes, 3 signatures en bas. Sophie. Pas de maman. Pas de Hélène. Juste des ordres. J'ai laissé échapper un rire amer. Autrefois, Théo collait des notes sur le frigo pour moi. Aussi 3, souviens-toi du petit déjeuner, n'oublie pas tes médicaments, je t'aime. Maintenant, cet endroit ne contient que des bouts de papier froid comme un tableau de règles de dortoir. Les changements physiques se sont insinués discrètement mais sans relâche. Les rideaux crème que Théo avait choisis, d'un jaune délavé par le soleil qui gardait la pièce chaude même en hiver, ont été remplacés par des rideaux gris minimalistes, tirés toute la journée comme s'ils avaient peur de laisser entrer la lumière. Le tapis tissé à la main de ma mère a également disparu, remplacé par une moquette industrielle froide, sans odeur et sans âme. Sophie appelait ça le minimalisme moderne. J'appelais ça effacer le passé. Même la table à manger en chêne où Théo lisait le journal du dimanche a été poussée dans le garage. À sa place se trouvait une table en verre avec des pieds en acier brillant. Elle a dit, les jeunes n'aiment pas les vieux meubles. Ça fait lourd. J'allais dire que les vieilles choses sont ce qui donne ses souvenirs à une maison, mais je suis restée silencieuse car pour certaines personnes, les souvenirs ne sont que du désordre. Une nuit tardive, j'ai surpris une conversation que je n'oublierai jamais. Je descendais pour de l'eau, marchant doucement pour ne réveiller personne. Mais la voix de Sophie flottait depuis le salon, basse et régulière, comme un couteau glissant sur une table. Cette maison est trop grande pour 3 personnes. Je pense que maman devrait déménager aux Chênes d'Argent. C'est propre, confortable, avec des infirmières sur place. Elle sera plus heureuse là-bas qu'ici. La voix de Thomas est venue, douce. Je ne sais pas, maman n'a jamais vécu loin de la maison. Je sais, mais tu dois être réaliste. Nous avons besoin de notre propre espace. C'est le moment de commencer la vie d'une jeune famille. J'ai entendu l'accent mis sur jeune famille. Puis un long silence. Après cela, Sophie à nouveau, calme mais claire. Tu ne veux pas que notre enfant grandisse dans une maison pleine de vieilles choses et d'ombres du passé, n'est-ce pas? Je suis restée dans le noir, serrant le verre si fort qu'il a failli se fissurer. Thomas n'a pas objecté. Il a juste dit, bas et triste, peut-être que je parlerai à maman plus tard. À ce moment-là, je n'ai pas seulement entendu de la tristesse. J'ai entendu une petite graine de cupidité germer dans la voix de mon fils. Après cela, j'ai commencé à me retirer de ma propre maison. Je cuisinais moins, surtout du pain ou de la soupe. J'ai arrêté d'allumer la télévision le soir. J'ai arrêté de me promener dans la maison, en partie pour éviter de tomber sur les invités de Sophie, en partie parce que j'étais fatiguée de l'entendre m'appeler Hélène, platement devant les autres. D'abord c'était maman, puis Madame Leclerc, et maintenant juste Hélène. De sa bouche, ce nom ne portait aucun respect, seulement un doux mépris. Une fois, à dîner devant leurs amis, Sophie a souri et a dit « Hélène est un peu particulière, mais elle a un bon cœur. » Toute la table a ri. J'ai posé mon couteau, gardé un petit sourire, puis je me suis excusée pour monter à l'étage. En montant, j'ai entendu Sophie murmurer « Vous voyez, je vous l'avais dit. Si vous êtes doux, elle écoutera. » J'ai fermé la porte de ma chambre, je me suis appuyée contre le bois, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment invisible. La chambre à l'étage est devenue mon monde entier. Je gardais une théière prête, quelques vieux livres, une petite lampe sur le bureau. Chaque matin, j'ouvrais la fenêtre pour regarder le jardin de roses que Théo avait planté. Les fleurs fleurissaient et se balançaient toujours dans le vent comme si rien à l'extérieur n'avait changé. Mais en moi, quelque chose se fermait petit à petit. J'ai commencé à documenter plus soigneusement, pas seulement un journal, des registres. J'ai noté tout ce que Sophie a changé. Le jour où elle a changé les rideaux, le jour où elle a collé la note sur le frigo, le premier jour où elle m'a appelée Hélène. J'ai noté cette conversation tardive mot pour mot. Chaque chaîne d'argent, chaque notre propre espace, non pas par vengeance, mais parce que je savais qu'il viendrait un temps où j'aurais besoin de preuves pour rappeler à quelqu'un que j'étais encore lucide. Thomas parlait moins et croisait mes yeux encore moins. Je ne le blâmais pas. Quelqu'un pris entre sa femme et sa mère reste parfois silencieux par lâcheté, parfois par peur. Je ne sais pas lequel était mon fils. Mais je savais qu'à chaque fois que je le regardais, mon cœur se serrait parce que dans ses yeux, l'amour se transformait lentement en obligation. Une nuit, après que la musique en bas se soit enfin arrêtée, je me suis assise à mon bureau, j'ai allumé la petite lampe et j'ai ouvert le vieux carnet en cuir. La page de ce jour disait « Ils ne savent pas que j'ai passé une vie à protéger cette maison des tempêtes, des dettes et des hivers amers. Mais la pire tempête n'est pas venue de l'extérieur. Elle est venue de la personne même que j'ai autrefois tenue dans mes bras. » J'ai fermé le carnet, je me suis levée et j'ai regardé la photo de Théo sur le mur. Dans le cadre, il souriait toujours,
une tige de rose à la main. Je lui ai dit doucement, je me souviens encore de ce que tu as dit. Je ne laisserai personne me pousser dehors. Le clair de lune s'est déversé dans la pièce, touchant le bord du bureau et se reflétant sur le cadre. Je me suis vue là, une petite silhouette, des cheveux d'argent, mais des yeux brillants. Je savais que le combat n'avait pas commencé, mais j'étais prête. Je n'étais plus la mère douce poussée dans l'ombre. J'étais la femme qui prouverait que lorsqu'une femme âgée est traitée comme invisible, c'est laquelle devient la plus dangereuse. Mon 71e anniversaire est arrivé discrètement. Je n'avais pas prévu de fête, je voulais juste préparer du thé, mettre les roses fraîchement coupées de Théo sur la table et m'asseoir sous le porche pour regarder le soleil. Mais Sophie a dit, tu dois me laisser faire. Une vraie fête montrera à tout le monde que tu es toujours en bonne santé et élégante. Je n'ai pas discuté. J'étais fatiguée des petites disputes. Ce que j'ai appris après 70 ans, c'est ceci. Parfois, le silence est plus fort qu'une réaction. Je ne savais tout simplement pas que cette nuit-là, la vraie fête dont parlait Sophie était en réalité un piège enveloppé de lumière et de fleurs. Ce matin-là, alors que je préparais les cadeaux pour les invités, Sophie est entrée dans ma chambre. Chemisier en soie, cheveux en chignon haut, parfum aussi tranchant qu'une lame. Sa voix était froide, dure, si précise que j'ai pensé qu'elle avait répété chaque mot. Aujourd'hui, tu devrais décider de ton avenir. J'ai levé les yeux, pensant qu'elle s'était trompée. Mon avenir? Que veux-tu dire? Elle a rencontré mes yeux sans un battement de cils. Nous avons besoin de cette maison. Il est temps pour toi de déménager dans un endroit plus approprié. Le chêne d'argent a une chambre disponible. J'ai déjà vérifié. Tu auras des soins et des amis de ton âge. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai lentement posé ma tasse de thé, craignant qu'une glissade ne fasse entendre à toute la pièce l'éclatement de la confiance. Tu veux me jeter hors de ma maison. Sophie a eu un petit rire. Ne le dis pas de manière si dure. Je veux juste que les choses soient claires pour que tout le monde soit à l'aise. Sur la table se trouvait une pile de papier. Je savais ce que c'était avant qu'elle ne dise un mot. Juste une petite formalité, signe pour transférer le titre de propriété pour que plus tard Thomas et moi n'ayons pas à nous inquiéter. Je m'assurerai que tu auras la meilleure maison de retraite. L'argent n'est pas un problème. J'ai secoué la tête. Je ne signe pas, ma voix était si stable qu'elle m'a surprise moi-même. Sophie m'a regardée, le sourire s'amincissant, un éclair d'irritation dans ses yeux. Si tu ne signes pas, je ne peux pas garantir que Thomas restera patient. Il est sous beaucoup de stress. Les mots sont tombés dans la pièce comme une pierre. Je me suis levée, retenant ma voix de trembler. N'utilise pas le nom de mon fils pour me menacer. Elle a haussé les épaules, a rassemblé les papiers et a dit avec détachement. Alors, passe un anniversaire très mémorable. Quand elle est partie, je me suis assise, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti le disque de la caméra pour vérifier. Chaque fichier d'activité dans la maison, date, images, audio, tout était intact. J'ai sauvegardé une autre copie sur le cloud, changé le mot de passe et l'ai remis dans l'armoire. Je ne sais pas quand le tremblement a commencé. Peut-être quand j'ai réalisé que la chose que Théo craignait se produisait réellement. Il ne me voyait plus comme une mère. J'étais juste un obstacle entre eux et cette maison. L'après-midi, alors que j'essayais de me maquiller, la porte s'est ouverte brusquement. Sophie, encore une fois, sans frapper, sans permission. Dans sa main se trouvait ma boîte à bijoux, celle en bois sombre que Théo m'avait offerte pour notre 10e anniversaire. J'ai entendu le loquet cliquer, le tintement des bracelets et des boucles d'oreilles. « Qu'est-ce que tu fais avec mes affaires ?» Elle n'a pas levé les yeux, a juste dit. « Je choisis un collier pour aller avec ta robe. » Je me suis approchée et j'ai arraché la boîte de sa main. Personne ne touche à mes souvenirs. Une étincelle a jailli dans ses yeux, puis s'est transformée en un sourire. Tu devrais te calmer. Tu fais penser aux gens que tu ne peux pas contrôler tes émotions. Avant que je puisse répondre, elle m'a poussé à l'épaule. C'est arrivé en une seconde. Mon dos a heurté le bord de la commode. Ma tête a heurté le bois. Une douleur aiguë a traversé ma tempe. Le monde a tourné. Quand j'ai ouvert les yeux, Sophie ajustait son bracelet, me regardant comme si de rien n'était. Tu devrais être plus prudente, Hélène. À ton âge, même une petite chute est dangereuse. Quand j'ai heurté le sol, je n'ai pas seulement perdu l'équilibre. J'ai perdu ma foi en la famille. Si vous étiez moi à ce moment-là, que feriez-vous? Rester silencieux ou vous battre pour la justice? Dites-moi ce que vous pensez honnêtement. Je veux entendre votre réponse. Puis elle a quitté la pièce et je suis restée assise sur le sol, la tête bourdonnante, le cœur battant. Je n'ai pas pleuré. J'ai pressé un linge froid sur l'enflure et je me suis regardée dans le miroir. Mon œil gauche devenait noir et bleu.
J'ai pris une profonde inspiration, j'ai pris mon fond de teint et j'ai essayé de le couvrir. À travers les traînées de poudre et de larmes, j'ai vu mon visage plus âgé, mais pas plus faible. Je me suis changée pour mettre la robe émeraude. Théo disait autrefois, elle te donne l'air du printemps dans une pièce d'hiver. C'était autrefois la couleur de l'espoir. Maintenant, c'était la couleur du calme et de la préparation. En bas, la musique a commencé. J'ai senti l'odeur du vin, de la lavande, des bougies. Sophie avait invité plus de gens que je ne l'imaginais. Les collègues de Thomas, ses amis, les voisins, même quelques-uns que je n'avais rencontrés qu'une seule fois aux funérailles de Théo. Tout brillait d'argent, de la toile de fond et des ballons au gâteau. Sur la table des cadeaux, une carte disait « Joyeux 71e anniversaire, Hélène, à de nouveaux commencements ». J'ai descendu les escaliers, une marche à la fois. La conversation s'est arrêtée, puis les murmures ont commencé. Certaines personnes me regardaient, d'autres évitaient mes yeux. Sophie s'est précipitée, la voix douce. « Maman, pourquoi ne te reposes-tu pas? Tu devrais être à l'étage. » Je l'ai regardé, puis Thomas, debout avec une flûte de champagne. « Pourquoi? C'est ma maison. » L'air s'est glacé. Un invité a eu un rire gêné et a levé un verre. Thomas a baissé la voix. « Maman, ne fais pas de scène. Sophie s'inquiète juste pour toi. » J'ai parlé lentement, assez fort pour que tout le monde entende. Elle ne s'inquiète pas pour moi. Elle veut que je quitte la maison. Un léger « oh » a parcouru la pièce. Sophie a souri, mais ses lèvres tremblaient. « Écoutez, tout le monde. Qu'est-ce que maman est en train de dire? Tu me comprends mal. » Thomas a posé son verre et a saisi mon épaule, la voix dure. « S'il te plaît, arrête. C'est ton anniversaire. Je ne veux pas me disputer devant nos amis. » J'ai regardé mon fils unique et je n'ai vu que de l'embarras dans ses yeux, pas d'inquiétude. Marc, mon frère aîné, était resté silencieux à proximité. Quand Thomas a fini, il s'est avancé, la voix basse et tranchante. « Qu'est-ce que tu viens de dire à ta mère, Thomas? Tu veux juste protéger ta femme en humiliant la femme qui t'a donné la vie? » Il s'est tourné vers Sophie. « Tu as frappé ma sœur, n'est-ce pas? » Sophie a ricané. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Marc a pointé l'échymose sur mon visage, la voix s'élevant. « Ça, elle est tombée toute seule, hein? » La pièce a bourdonné. Quelqu'un a murmuré. « Madame Hélène me semble bien. » Un autre a répondu. « Quel genre de belle fille parle comme ça? » Thomas s'est tourné vers Marc. « Tu ne comprends pas. C'est une affaire de famille. » Marc a aboyé assez fort pour remplir la pièce. « Famille? Si ton père était en vie, il aurait honte de la façon dont tu traites ta mère. » L'air est devenu si lourd qu'il était difficile de respirer. Sophie a forcé un sourire crispé. Thomas a baissé les yeux, les joues rouges. Je suis resté immobile, un linge froid sur mon œil, sentant mon rythme cardiaque ralentir. Je ne tremblais plus car je savais qu'à ce moment-là, je n'étais pas seule. Puis la sonnette a retenti, douce, mais dans l'air tendu. Elle a sonné comme un verdict. Sophie a serré la main de Thomas et a murmuré « Qui arrive maintenant ?» J'ai souri. Celle que je préparais toute la journée. Probablement quelqu'un qui apporte un cadeau d'anniversaire spécial pour moi. La porte s'est ouverte. Nora Valois est entrée, calme, une enveloppe scellée de rouge à la main. Elle a salué les invités du regard. « Bonsoir à tous. Désolée d'être en retard, Madame Leclerc. J'ai quelques annonces à faire ici même, devant tout le monde. » La pièce est devenue silencieuse. Sophie a saisi la main de Thomas, le visage pâle, et je me suis redressée, j'ai ajusté ma robe, et pour la première fois cette nuit-là, j'ai pu respirer. Pour mon 71e anniversaire, ils pensaient que j'étais juste une vieille femme fragile acculée. Mais dans quelques minutes, ils apprendraient que la personne qu'ils ont essayé d'effacer de cette maison était celle qui en écrivait les règles. Quand Nora a commencé à parler, la pièce semblait retenir son souffle. Je me tenais dans la lumière de la fenêtre, un halo doré et chaud derrière moi. Les doigts de Sophie tremblaient là où il serrait la main de Thomas, bien qu'elle essayât de paraître composée. Marc se tenait à mes côtés, les yeux sévères, l'épaule en avant comme un mur, prêt à parer n'importe quel coup. Nora a ouvert l'enveloppe rouge et en a sorti des papiers estampillés du sceau du tribunal. Sa voix était égale et claire, chaque mot atterrissant comme un coup de marteau. En vertu de la clause 14 du testament de M. Théodore Leclerc, cette maison est la pleine propriété de Madame Hélène Leclerc. Cependant, il y a une disposition spéciale, communément appelée clause de réversion protectrice de l'héritage. Elle a levé les yeux, son regard balayant la pièce. Cela signifie que si l'héritière actuelle, Madame Hélène, est forcée,
contrainte ou pressée de vendre, transférer ou quitter cette propriété, alors la propriété ne sera transmise à aucun membre de la famille. Au lieu de cela, elle ira directement au fonds de soutien des anciens combattants du Hartwell, une organisation à but non lucratif que M. Leclerc soutenait de son vivant. Une vague de murmures s'est élevée, quelqu'un a marmonné. Donc, s'il la pousse dehors, il perd de tout. Sophie a pâli, les lèvres tremblantes. Thomas m'a regardé comme si, pour la première fois, il pouvait entendre la voix de son père depuis la tombe. Nora a continué, calme mais avec une pointe d'acier juridique. Monsieur Leclerc a écrit « S'il y a un quelconque acte de coercition envers ma femme, l'actif sera immédiatement retiré de la lignée familiale. Sans exception. » Elle a marqué une pause, puis a ajouté doucement. Par conséquent, si ce soir il y a une preuve que Madame Leclerc a été forcée de quitter cette maison ou soumise à des violences ou des menaces, cette propriété appartiendra immédiatement au fonds du Hartwell, contournant Thomas Leclerc. J'ai regardé Sophie. Elle a dégluti difficilement, ses doigts s'enfonçant dans le poignet de Thomas jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Thomas a retiré son bras sans la regarder dans les yeux. L'ambiance dans la pièce a changé. La musique était éteinte. Les invités qui n'étaient venus que pour célébrer étaient maintenant silencieux. Une femme près de la porte a soupiré. Monsieur Théodore avait vraiment tout prévu. Sophie a esquissé un sourire forcé, essayant de stabiliser sa voix. Je ne comprends pas. Pourquoi lire le testament d'un homme mort à une fête d'anniversaire? C'est irrespectueux. Nora n'a pas répondu. Elle a ouvert sa mallette, a sorti un mince dossier et l'a ouvert à la première page. Parce qu'il y a 3 semaines, vous, Sophie Fournier-Leclerc, avez engagé une société d'expertise dans le département du Rhône pour évaluer cette maison. Elle a brandi le document pour que tous le voient, le logo de l'entreprise et la signature de Sophie. La facture indique que vous avez payé avec une demande par email pour une valeur estimée après que le propriétaire aura quitté les lieux. Sophie s'est avancée, la voix aiguë. J'étais juste curieuse. Je voulais seulement savoir ce que valait l'actif de notre famille. C'est tout. L'expression de Nora n'a pas changé. Vraiment? Alors qu'en est-il de cet email à un cabinet d'avocats la semaine suivante? Elle a sorti une impression couleur et a lu d'une voix nette et claire. Si une personne âgée montre des signes de confusion ou obstrue les actifs familiaux, quelle est la procédure légale pour la déclarer incompétente? Expéditeur, s.fournier.com. Quelques invités ont eu la bouche bée. Thomas a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration, les poings serrés. J'ai senti mon rythme cardiaque ralentir. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Sophie et je l'ai laissée sombrer sous la marée montante des chuchotements. Elle a reculé d'un demi-pas, les lèvres s'agitant. Je ne faisais que demander. Je n'ai pas. Marc l'a coupé, la voix comme le tonnerre. Personne ne demande ça juste comme ça, à moins d'avoir l'intention de le faire. Nora m'a fait un signe de tête. J'ai compris. Il était temps de tout montrer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de la caméra de sécurité. L'écran a éclairé le visage de Sophie. 1 seconde, 2, et la vidéo a commencé. Moi dans ma chambre. Sophie près de ma boîte à bijoux. Tout était clair jusqu'au dernier détail. L'audio a rempli la pièce. Qu'est-ce que tu fais avec mes affaires? Je choisis un collier pour aller avec ta robe. Personne ne touche à mes souvenirs. Tu fais penser aux gens que tu ne peux pas contrôler tes émotions. Puis la poussée, claire comme le jour, je suis tombée. Ma tête a heurté le bord de la commode. Le bruit sourd a fait tressaillir toute la pièce. Quelques invités ont couvert leur bouche. D'autres ont reculé. Un homme d'âge moyen a lâché, « Mon Dieu, elle l'a clairement poussé ». Une femme s'est tournée vers Thomas, furieuse. « Tu es resté là et tu as laissé ta femme faire ça ?» Sophie est devenue blanche mais a forcé. Un sourire tremblant. « Non, elle a glissé. Elle a juste perdu l'équilibre. Je n'ai fait que... » Nora a mis la vidéo en pause, puis a rejoué le moment juste après la chute, où la voix de Sophie était plate et froide. « Tu devrais être plus prudente, Hélène. À ton âge, même une petite chute est dangereuse. » La pièce est devenue silencieuse comme une pierre. Nora a regardé droit vers Sophie, sa voix plus basse mais portant. « Ce n'est pas comme ça qu'une belle fille parle à sa belle-mère. C'est une menace. » J'ai entendu Marc expirer, puis me murmurer comme si c'était juste pour nous. « Tu as bien fait de ne pas rester silencieuse. » Thomas se tenait au milieu, le sang drainé de son visage. Il m'a regardé, puis a regardé Sophie. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Sophie s'est accrochée à son bras, suppliante. « Chérie, je te jure que je ne le pensais pas. Je voulais seulement garder maman en sécurité. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal.
Personne ne l'a cru. Les invités la regardaient comme une actrice maladroite, oubliant ses répliques. Une femme plus âgée, une amie de Théo, s'est avancée, la voix tremblante mais ferme. J'ai déjà vu ça. Ça s'appelle de la violence domestique émotionnelle et physique. Pas besoin de crier. Juste une poussée et quelques mensonges suffisent. Beaucoup ont hoché la tête. Quelqu'un a murmuré, Madame Hélène mérite d'être protégée. Sophie s'est emportée contre Nora. Vous n'avez pas le droit de lire tout ça ici. C'est une affaire privée. Nora a répondu calmement. Plus privée, Mademoiselle Fournier. Quand il y a des preuves de violence, la loi a son mot à dire. Elle a fermé le dossier et s'est tournée vers Thomas. Je vous conseille de la faire quitter cette maison ce soir. Sinon, je déposerai un rapport au tribunal demain matin. Sophie a reculé, les yeux humides, mais sans larmes. Elle a regardé Marc comme s'il pouvait la défendre, mais il a seulement croisé les bras et a dit froidement, elle ne montera plus un seul de ces escaliers. Tous les regards ont suivi Sophie alors qu'elle tournait sur elle-même sous les escaliers. Sa voix s'est brisée. Je voulais seulement construire cette famille. Nora l'a coupée. Les familles ne se construisent pas sur des mensonges et de la coercition, Mademoiselle Fournier. Elles se construisent sur le respect, quelque chose que vous n'avez jamais montré à votre belle-mère. Sophie a regardé autour d'elle, frénétique, puis s'est tournée vers Thomas, la dernière branche à portée de main. Dis quelque chose, s'il te plaît. Thomas la fixait, les lèvres tremblantes, la voix si faible que j'ai dû tendre l'oreille pour entendre. Je ne sais plus. Je n'avais jamais vu mon fils comme ça, debout entre deux mondes, tous deux en train de s'effondrer. D'un côté, la femme en qui il avait autrefois confiance. De l'autre, la mère qu'il avait oublié de protéger. Maintenant, tout était mis à nu devant tout le monde, sans nulle part où se cacher. Sophie a éclaté en vraies larmes, des sanglots aigus et stridents, mais personne ne s'est approché. Personne n'a offert de réconfort. Les invités ont commencé à quitter la pièce discrètement, comme des gens quittant une salle d'audience après que le verdict a été rendu. Marc bloquait toujours les escaliers. Nora a rangé les dossiers dans sa mallette, puis a dit doucement, « Madame Leclerc, vous pouvez être tranquille. Personne ne va plus vous pousser hors de cette maison. » J'ai regardé autour de la pièce, toujours scintillante d'argent. Les rubans que Sophie avait accrochés étaient là, mais tout semblait froid et vide. Sophie se tenait là, le maquillage maculé, les yeux désespérés. Thomas a baissé la tête comme s'il venait de réaliser qu'il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Mon 71e anniversaire ne s'est pas terminé par des félicitations. Il s'est terminé par le silence d'une sentence qui venait d'être prononcée. Et au milieu d'une maison autrefois construite sur l'amour, ces deux jeunes gens, l'une est tombée du sommet de l'arrogance, et l'autre est tombée dans un gouffre de culpabilité. Sophie s'est figée à la porte, les cheveux en désordre. Le mascara coulait comme de la cendre. Quand Nora lui a fait signe de partir, Sophie s'est soudainement retournée, hurlant comme une déséquilibrée. « Je suis la femme de Thomas. J'ai le droit d'être ici. J'ai droit à cette maison. » La pièce est devenue complètement silencieuse. Thomas se tenait à quelques pas de là, la tête baissée, les bras ballants. Nora a répondu calmement, sa voix légère mais assez froide pour mordre. « Vos droits, Madame Leclerc, n'incluent pas le fait de prendre, de contraindre ou d'user de violence contre quelqu'un. » Elle a marqué une pause, puis a articulé chaque mot, surtout pas contre une mère âgée dans sa propre maison. Sophie a ouvert la bouche pour argumenter, mais le regard de Marc l'a arrêté net. Il se tenait au pied de l'escalier, les épaules larges, stable comme un mur. La lumière frappait son visage, dur et résolu. Elle a reculé, ses talons claquant sur le parquet. Chaque pas sonnait comme un marteau, scellant le prétexte de cette fête d'anniversaire soi-disant correcte. Quand la porte s'est refermée derrière Sophie, la maison est redevenue silencieuse. Un silence lourd, mais un silence propre. Nora a rassemblé ses dossiers et les a posés sur la table. Les choses sont stables pour l'instant, mais je suggère de changer les serrures ce soir, et si elle revient, appelez-moi ou la police. J'ai hoché la tête, ma voix. Merci, Nora. Sans vous, j'aurais tout perdu. Elle a souri. Non, Madame Hélène. Une femme comme vous ne se laisse pas facilement dépouiller de quoi que ce soit. Quand tout le monde est parti, il ne restait plus que nous trois. Moi, Marc et Thomas. Les lumières du salon étaient toujours allumées, mais cette lumière n'était plus chaude. Elle éclairait directement le visage de mon fils unique. Le visage qui m'avait autrefois fait croire que mon amour pouvait racheter n'importe quelle erreur. Thomas s'est approché et a parlé doucement. « Maman, je suis désolée. Je ne savais pas que les choses allaient si mal. Je pensais que Sophie voulait juste te soulager de la pression. » Je l'ai regardé. Mes lèvres ont tremblé,
mais je n'ai pas laissé les larmes couler. Tu as défendu la personne qui a frappé ta mère devant une foule, Thomas. Les mots sont sortis doucement, mais je savais qu'ils avaient percé la partie la plus profonde de lui. Thomas a baissé la tête. J'ai vu ses épaules trembler comme si le poids de toute la soirée venait de s'abattre sur lui. Marc se tenait près de la fenêtre, regardant les roses. Sa voix était basse et ferme. Thomas, je pense qu'il est préférable que tu restes ailleurs pendant quelques jours. Laisse ta mère avoir l'esprit tranquille. Je ne voulais pas. Je sais, mais parfois les conséquences ne nécessitent pas d'intention. Je me suis détournée. Je ne voulais pas voir les yeux de mon fils se remplir de larmes comme un enfant réprimandé. Dans cette maison, chaque respiration semblait lourde. Tout ce que je pouvais entendre était le tic-tac régulier de la vieille horloge de Théo, comme le battement de cœur des morts, veillant toujours. Thomas a déménagé avant minuit. Je suis restée sur le porche alors qu'il portait sa valise à la voiture. Les phares ont balayé son visage, fatigué, maculé, jeune à nouveau, comme le jour où il est parti pour l'université. Il m'a serré dans ses bras, maladroitement et faiblement. Je suis désolée, maman. Je ne sais pas comment recommencer. J'ai serré sa main légèrement. Tu commences par dire la vérité, Thomas. Le temps t'apprendra le reste. Il a hoché la tête, s'est détourné, puis a regardé en arrière avant de monter. Dans ses yeux, j'ai vu le regret, la peur et la perte, tout mélangé. Je me suis sentie trembler, pas de froid. Je disais au revoir au fils que je pensais connaître le mieux et à celui qui m'avait le plus blessé. Quand la voiture a descendu l'allée et que les feux arrière rouges se sont estompés dans la nuit, j'ai fermé la porte, je me suis appuyée contre le bois et j'ai expiré un long souffle. La maison ne contenait plus que le vent. Je me suis assise sur le canapé, les mains tremblant encore, un vide se propageant de ma poitrine à mon estomac, comme si quelqu'un venait de retirer une partie de mon esprit. Vers 1 heure du matin, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, mais je n'ai pas eu besoin de deviner. Je savais que c'était Sophie. L'écran brillait dans le noir, chaque mot cru et froid. Sois réaliste. J'ai des photos, une histoire et quelques amis dans les médias. Si tu ne veux pas que ça sorte dans les journaux, envoie 50 000 €. Je partirai tranquillement et ne ferai pas de vagues. Tu as 48 heures. J'ai fixé l'écran, mes mains se raidissant. 50 000 €. Pas une somme énorme par rapport à mes biens, mais sale, aussi sale que ses mains. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai lentement composé le numéro de Nora. Sa voix est venue après quelques sonneries. Madame Hélène, je suppose que vous venez de recevoir un message. Vous le saviez déjà. Je l'avais anticipé. Les gens comme Sophie pensent toujours qu'ils peuvent inverser la tendance avec du chantage. Que dois-je faire? Ne payez pas un centime. Ces menaces n'ont aucune base légale. Gardez le message, faites des captures d'écran et demain matin, j'enverrai un dossier à la police locale. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai dit doucement, « Merci, Nora. Je ne veux plus vivre dans la peur. Vous n'avez pas à le faire. La loi est de votre côté maintenant. » J'ai raccroché et j'ai fait le tour de la maison. La lumière du couloir projetait des reflets sur nos photos de famille. Moi, Théo et le petit Thomas. Je me suis arrêtée devant une photo de nous trois dans le jardin de Rose en 1998. Le sourire de Théo m'a réchauffé, puis m'a serré la poitrine. S'il était en vie, il ne serait pas surpris. Théo disait toujours, le mal à l'intérieur d'une maison n'a pas besoin d'un pistolet, juste d'une phrase froide et d'un homme faible. J'ai caressé son visage sur la photo et j'ai murmuré, j'ai gardé notre maison, Théo, mais le prix de la vérité est toujours plus élevé que nous ne le pensons. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai préparé une théière de thé noir et je me suis assise près de la fenêtre à regarder la lune. Avant le lever du soleil, j'ai appelé le serrurier, une vieille connaissance de Marc. Il est arrivé à 5 heures du matin avec un jeu de serrures intelligentes neuves. Vous voulez tout changer? Tout. Porte d'entrée, porte arrière et le garage. Oui, madame. Je l'ai regardé travailler. Les bruits de la perceuse et du métal étaient doux, mais pour moi, ils sonnaient comme la musique de la liberté. Chaque vis resserrée, chaque nouveau peigne était un pas pour réclamer ma propriété. Pas seulement de la maison, mais de ma vie. Après son départ, j'ai pris des photos de chaque dommage que Sophie avait laissé derrière elle. Une égratignure sur la commode, un coussin taché, une bande de peinture écaillée dans le couloir. J'ai tout sauvegardé avec des horodatage dans un dossier intitulé « Fichier temporaire 12h40 ». Quand j'ai eu fini, j'ai ouvert mon vieux carnet en cuir et j'ai écrit « Ce soir, ma maison est aussi silencieuse que la première nuit où Théo m'a amené ici. Je n'ai plus peur. J'ai vu de mes propres yeux qu'une fois que les gens montrent leur vrai visage,
il n'y a plus rien à dire. L'argent sale ne peut pas acheter la paix, et ceux qui brandissent la famille comme une arme seront tôt ou tard dévorés par leur propre cupidité. J'ai fermé le carnet, éteint la lumière et regardé les roses. La brise matinale a traversé les feuilles et a effleuré les rideaux crème que je venais de remettre, la couleur que Théo avait choisie autrefois. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je pouvais dormir, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je n'avais plus à me recroqueviller et à endurer. La maison était silencieuse, tout comme mon cœur. Et je savais que l'aube arrivait. Le premier matin d'une vie où j'étais vraiment la propriétaire de moi-même. 3 jours après la nuit où nous nous sommes séparés, ma maison était vraiment silencieuse pour la première fois. Plus de talons hauts dans les escaliers. Plus de parfums écœurants emprisonnés dans les rideaux. Je me suis réveillée tôt, j'ai préparé du thé et j'ai mis le vieux jazz de Théo. Les feuilles d'automne dérivaient à travers la cuisine silencieuse, lente et chaude comme le souffle des souvenirs retrouvant leur chemin. Mais la paix n'a pas duré longtemps. Ce matin-là, Thomas a appelé. Sa voix était rauque, non pas comme quelqu'un qui vient de se réveiller, mais comme un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. « Maman, il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. » J'ai hésité. Qui? Une femme nommée Élise Lambert. C'est une détective privée. Je l'ai engagée. Ne t'inquiète pas, maman. Elle m'aide à découvrir la vérité sur Sophie. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Entendre ce nom a resserré quelque chose en moi, non pas par peur, mais parce que j'attendais cela depuis si longtemps. Ils sont venus cet après-midi-là. Élise avait la trentaine, des cheveux noirs courts, des mouvements rapides, des yeux vifs comme quelqu'un qui a vu trop de ruses. Elle m'a serré la main, la voix basse et claire. J'ai examiné le dossier. Vous devriez vous préparer. Elle a ouvert sa mallette et a étalé d'épais documents sur la table. Thomas était assis en face de moi, les doigts noués, le visage pâle. La première page était une photo de Sophie, le visage frais, le sourire parfait, les yeux pétillants. Élise a tourné à la deuxième page, sa voix stable. Son nom légal est Sophie-Anne Fournier, 36 ans. Mais dans un dossier judiciaire de 2018, elle a utilisé le nom de Sophie Anderson. À l'époque, elle vivait avec un veuf nommé Charles Danton, de 15 ans son aîné. Élise m'a jeté un coup d'œil. Après 2 ans, il avait perdu plus de 90 000 €, y compris des prêts de jeu à son nom, avec une signature falsifiée. Thomas a serré les mains jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je n'ai rien dit. J'écoutais. Élise a continué. Après cela, Sophie a quitté la région et a repris son nom de famille, Fournier. Ses dossiers financiers montrent qu'elle doit environ 45 000 € à une société de jeux d'argent à Monaco. C'est peut-être pour cela qu'elle avait besoin d'une nouvelle cible. Elle a fait glisser une impression d'une capture d'écran de mail à un agent immobilier. Objet, demande d'information. Vente d'une propriété lorsque le propriétaire est déclaré incapable. Date, il y a 3 mois. Expéditeur, S. Fournier. Élise a tapoté la ligne, sa voix froide. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé le plan. Un frisson m'a parcouru l'échine. Chaque pièce s'emboîtait comme un terrible puzzle que je ne voulais pas voir. Élise a poursuivi. Les gens comme Sophie n'attaquent pas avec la force brute. Ils utilisent la manipulation. Elle isole la victime des quelques personnes qui pourraient l'aider. J'appelle ça une carte d'isolement. Elle a sorti un diagramme. Mon nom, Hélène Leclerc, au centre. Autour, Thomas, Marc, de vieux amis, des voisins, l'avocate, le groupe de l'église. Des flèches et de petites notes entre chacun. Exemple, dire à Thomas que maman critique sa femme pour semer la division. Empêcher Hélène de contacter Marc. Dire qu'il est négatif. Changer les serrures. Contrôler la communication téléphonique. Thomas a fixé la page, les yeux écarquillés. Elle a vraiment écrit ça. Il y a un brouillon similaire sur son ordinateur, enregistré dans un dossier appelé « Plan ». Je l'ai récupéré d'un disque temporaire. J'ai dégluti. Ces lignes n'étaient pas seulement de la stratégie. C'était la carte d'un prédateur. Chaque flèche était une entaille froide dans ma confiance. La confiance de Thomas. La confiance de tout le monde. Thomas a levé les yeux, la voix tendue. « Maman, je ne sais pas comment je n'ai pas vu ça plus tôt. Elle m'a fait croire que tu résistais, que tu n'aimais pas que quelqu'un s'approche. Elle a dit que tu la critiquais, que tu voulais me contrôler. J'ai regardé mon fils et mon cœur s'est tordu. » Thomas a continué. « Je pensais que je protégeais ma femme, mais j'aidais quelqu'un qui essayait de détruire ma mère. » Il s'est couvert le visage de ses mains, les épaules tremblantes. Élise m'a jeté un coup d'œil et a fait un petit signe de tête comme pour dire « Laissez-le digérer ça. » J'ai compris.
Pardonner trop vite peut faire croire aux gens que la blessure n'a pas fait mal. J'ai posé ma main sur la table, ma voix calme mais pas douce. Thomas, je n'ai pas besoin d'excuses pour le moment. J'ai besoin de limites. J'ai besoin de savoir qu'à partir de maintenant, je ne serai plus mise dans une position où je devrais prouver que je ne suis pas folle, pas cruelle, pas faible. Thomas a relevé la tête, les yeux humides. Je comprends. Tu as ce droit, et je vais l'utiliser. Nora est arrivée l'après-midi suivant avec une pile de papier et un café chaud. J'ai préparé une ordonnance de protection temporaire. Sophie a l'interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres de vous et elle ne peut pas vous contacter par téléphone ou par email. Elle a placé les documents devant moi, puis a regardé Thomas. Si elle essaie de vous joindre, enregistrez-le et sauvegardez les preuves. Ne répondez pas. Nous nous en occuperons légalement. Thomas a hoché la tête, mais ses yeux étaient lointains. Peut-être que sa tête était encore pleine de questions. Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi n'ai-je pas vu? Parfois, les questions importent moins que de savoir où s'arrêter. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise seule sur le canapé et j'ai regardé par la fenêtre. Une légère pluie avait commencé. Le lampadaire projetait des bandes dorées et chaudes sur le mur à travers les rideaux. J'ai allumé les informations. Les prix de l'immobilier en hausse, une fraude immobilière dans un département voisin. J'ai souri amèrement. Quelque part à l'intérieur de ces chiffres, c'est que vivent des histoires comme la mienne, des aînés chassés par leur confiance et leur amour. Je me suis souvenu de la nuit où Sophie a collé la note « Pas de machine à laver après 19 heures » sur le réfrigérateur. Je pensais que j'étais juste accommodante. Maintenant, je vois que chaque note était un pas pour effacer ma liberté. Pire encore, je l'ai laissé faire avant de m'en rendre compte. Je suis montée, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le vieux carnet. Sur la page, j'ai écrit « Ce que Sophie voulait, ce n'était pas seulement de l'argent, mais le contrôle. Elle n'a pas volé avec un pistolet. Elle a utilisé un sourire, et « tu devrais te reposer ». Certains prédateurs portent le costume de la famille, et ce n'est que lorsque vous avez presque tout perdu que vous voyez leurs griffes. J'ai posé le stylo et j'ai soupiré. Dehors, la pluie s'est adoucie en vent le long des avant-toits. Pour la première fois depuis des semaines, je ne suis pas restée éveillée, craignant que la porte ne s'ouvre à minuit. Je n'attendais pas les pas de Sophie dans le couloir. J'ai éteint la lumière, je me suis allongée et j'ai écouté mon cœur battre régulièrement. Un sommeil doux est venu, comme la main de Théo sur mon épaule quand il disait « C'est fait, mon amour ». Ce soir, je savais que j'étais vraiment en sécurité. Et quand le clair de lune s'est déversé par la fenêtre, j'ai souri parce qu'enfin le prédateur avait été démasqué et la proie avait appris à se protéger. 2 semaines après qu'Élise a tout remis à Nora, la première nouvelle a frappé comme une gifle froide. Sophie demandait le divorce. Elle exigeait une compensation financière pour avoir sacrifié sa carrière pour soutenir son mari et a énuméré une longue liste de demandes. La moitié des biens matrimoniaux, 75 000 € pour dommages émotionnels, et même le droit temporaire de rester à la maison des Chênes pour stabiliser sa vie. J'ai lu la copie de la requête et j'ai senti mon rythme cardiaque ralentir. Je n'étais pas surprise. Pour les gens comme Sophie, l'échec n'est qu'une préparation à la négociation. Mais cette fois, elle avait choisi le mauvais adversaire. Nora m'a appelé le matin où elle a reçu le dossier. Sa voix était calme avec une pointe d'ironie sèche. Elle veut de l'argent pour avoir sacrifié sa carrière, alors que tous les revenus des 3 dernières années ont été débités sur les cartes de crédit de Thomas à votre nom. J'ai laissé échapper un souffle silencieux. Elle n'a jamais vraiment travaillé. Je sais. Et maintenant, nous allons le prouver au tribunal. 3 jours plus tard, Nora a déposé une réponse officielle avec un mur de preuves joints. La vidéo de Sophie me poussant. La facture d'expertise et les emails à un agent avant qu'elle ne prévoie de vendre la maison. Le rapport de l'enquêtrice Élise sur son histoire de fraude financière, de dettes de jeu et de signatures falsifiées. Les messages de chantage après son départ, ainsi que les relevés bancaires montrant des transferts depuis un compte de jeu en ligne. Nora a dit, quand le tribunal verra ce dossier, il comprendra que carrière sacrifiée n'est que du rouge à lèvres sur de la tromperie. Je me suis assise dans le cabinet d'avocat, écoutant Nora au téléphone avec l'avocat de Sophie. Son ton était froid, tranchant comme une lame. Au lieu de demande, votre cliente devrait se concentrer sur la coopération. Nous avons soumis des preuves de violence, et en vertu de l'article 242 du Code civil, ce comportement a un impact direct sur la division des biens. De l'autre côté, j'imagine qu'il transpirait. 1 semaine plus tard, l'audience préliminaire a eu lieu. Une petite salle d'audience, un plafond bas, des lumières blanches et froides. Je me suis assise derrière Nora, les mains stables. Thomas était là aussi, pâle comme un homme réapprenant à respirer. Quand Sophie est entrée,
elle avait l'air différente. Les cheveux attachés à la hâte, le maquillage inégal, aucune de son ancienne arrogance dans les yeux. Mais dès qu'elle s'est assise, elle m'a fait un demi-sourire comme si elle croyait encore pouvoir retourner la situation. La juge, une femme plus âgée et sévère, a feuilleté l'épais dossier que Nora avait déposé. Après 10 minutes, elle a levé les yeux. J'ai vu la vidéo et les emails. Son regard s'est posé sur Sophie pendant quelques secondes. Madame Fournier-Leclerc, conformément aux règles, j'accorde une ordonnance de protection temporaire de 200 mètres. Sa voix était égale, chaque mot tombant comme une pierre. De plus, je vous recommande de suspendre toutes les demandes financières jusqu'à ce que l'audit judiciaire soit terminé. Sophie a eu la bouche bée, prête à parler, mais son avocat lui a tiré la manche pour la faire taire. Thomas a regardé le sol, les yeux rouges. J'ai seulement fait un petit signe de tête à la juge. Un merci silencieux. En sortant, Nora a murmuré, « Je m'attends à ce qu'il propose bientôt un règlement. » Exactement comme elle l'avait dit. 2 jours plus tard, l'avocat de Sophie a envoyé un email. Il a utilisé des termes doux, une médiation financière conditionnelle pour protéger la réputation des 2 parties. J'ai regardé Nora et j'ai demandé, que signifie la réputation des 2 parties? Elle a souri. Ça veut dire qu'ils veulent de l'argent pour disparaître tranquillement. J'ai demandé, et vous? Je pense qu'il n'y a pas 2 côtés ici. Il y a une victime et une profiteuse. Nous n'avons pas répondu. 3 jours plus tard, ils sont restés silencieux. La pression médiatique que Sophie avait autrefois menacée ne s'est jamais matérialisée. Aucun média n'avait d'histoire à imprimer. Ils savaient tous que toucher un dossier sous ordonnance de protection pouvait leur valoir une contre-poursuite. Quelques amis de Thomas ont murmuré que Sophie s'était vantée qu'elle ferait passer sa belle-mère à la télévision. Mais en 2 semaines, le nom de Sophie Leclerc a disparu des forums comme si elle n'avait jamais existé. Je ne me sentais pas triomphante. Ce que je ressentais, c'était un étrange vide. Cette femme avait causé tant de fissures. Pourtant, quand elle a disparu, tout ce que j'ai entendu, c'est un long silence. Ce silence, aussi lourd qu'il soit, était le début de la paix. Thomas a commencé une thérapie sur les conseils de Nora. Il m'a envoyé un SMS, « J'ai besoin de comprendre pourquoi je n'ai pas vu la vérité plus tôt. » Je l'ai lu et je n'ai pas répondu. Je sais que le réveil ne se fait pas en une seule nuit. 1 semaine plus tard, la poste a apporté une enveloppe manuscrite. L'écriture de Thomas. Je l'ai ouverte. Juste quelques lignes griffonnées. Maman, il m'a fallu 3 mois pour accepter que Sophie n'était pas la personne que j'aimais. Elle était la personne dont j'avais besoin pour apprendre une leçon. Je ne te demande pas encore de me pardonner, mais je veux que tu saches que j'apprends à être de nouveau ton fils. Je t'aime et je suis désolée. J'ai plié la lettre et l'ai soigneusement placée dans le tiroir avec mon journal. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'étais pas prête. Certaines fissures ont besoin de temps pour sécher avant qu'on les touche. J'ai passé le reste de mon temps dans le jardin de roses. Les rosiers pourpres foncés que Théo avait plantés il y a des années avaient bien grandi, ombrageant le chemin. J'ai taillé les branches sèches, renforcé les racines, fertilisé et arrosé tôt le matin. Chaque fois que la rosée tombait sur un pétale, je sentais le temps me guérir. Ces derniers mois, j'ai repris mon journal nocturne. Non plus pour enregistrer des événements, juste des rappels à moi-même. La liberté ne vient pas de la victoire d'un procès. Elle vient du fait de ne plus être contrôlé par la peur. Une maison n'est pas où l'on vit, c'est où l'on est respecté. Un matin à la fin du mois, Nora a appelé. Avez-vous entendu? Sophie a quitté la région. J'ai légèrement froncé les sourcils. Quitté? Oui. Des créanciers l'ont retrouvée. Elle a des dettes de cartes de crédit, de jeux, même des frais de justice. Personne ne sait exactement où elle est allée. La police a seulement dit qu'elle a vendu sa voiture de luxe et a disparu vers Monaco. Je suis restée silencieuse un moment. C'est peut-être le prix du mensonge. Nora a hoché la tête au téléphone. Pour les gens comme elle, les choses ne se terminent pas au tribunal, elles se terminent dans l'oubli. Je me tenais sur le balcon, regardant le soleil du matin traverser les roses. Une légère brise portait l'odeur de la terre humide, le parfum de quelque chose restauré à son propriétaire légitime. Je savais que ce n'était pas une fin heureuse au sens des contes de fées. Mais pour moi, la victoire n'était pas de voir les méchants punis. C'était de vivre sans la peur d'un coup à la porte à minuit. J'ai fermé la grille du jardin et je suis rentrée. Dans la cuisine, la théière fumait encore. Mon carnet était ouvert sur la table. Et à côté, il y avait la lettre de Thomas, celle à laquelle je n'avais toujours pas répondu. J'ai posé une rose fraîchement coupée dessus et j'ai murmuré,
peut-être qu'un jour je répondrai, quand nous aurons tous les deux le courage de recommencer. Dehors, la lumière filtrait à travers la vitre et touchait la photo de Théo sur le mur. Son sourire était doux, comme s'il disait « Tu as gardé la maison, Hélène ». Et pour la première fois depuis des années, j'ai cru qu'il avait raison. Un matin de début d'automne, le téléphone a sonné. J'ai reconnu la voix de Thomas, basse, lente, sans la précipitation d'un homme qui terminait chaque appel par « Je suis occupé, maman ». Maman, je veux te voir. Pas à la maison, si c'est difficile pour toi. Au parc de la Roseraie, demain matin. J'ai marqué une pause de quelques secondes. Depuis cette nuit d'anniversaire, nous n'avions échangé que de courts SMS. Pas par haine, mais parce que j'avais besoin d'espace pour tout regarder. D'accord, ai-je dit. Demain, 10 heures. Le parc de la Roseraie est le parc que Théo adorait. Il disait, qu'y a-t-il de plus paisible qu'un endroit que les gens visitent juste pour regarder les arbres? Je suis arrivée tôt et je me suis assise sur un banc près de l'étang. Des feuilles d'érable jonchaient le sol, dorées et oranges le long du chemin. Une douce lumière du soleil effleurait l'eau comme une fine feuille de soie. Thomas est arrivé avec 10 minutes de retard. Il portait une veste grise, les cheveux coupés plus courts, plus minces qu'avant. En s'approchant, j'ai remarqué le plus grand changement. Ses yeux ne portaient plus de certitude. Ils contenaient de la prudence, celle qui apparaît quand quelqu'un commence vraiment à se regarder. Il s'est assis sans croiser mon regard. Après un moment, il a parlé. « Maman, il y a quelque chose que je dois dire. » Je suis restée silencieuse. Thomas a pris une longue inspiration. Quand Sophie a commencé à parler de réaménager la maison, je n'ai pas protesté. La vérité, c'est qu'une partie de moi était d'accord. Une partie de moi, maman, voulait aussi cette maison. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je pensais que je la méritais après la mort de papa, après toutes ces années là-bas. Il a eu un rire crispé, les yeux humides. Je me disais que je t'aidais juste à t'organiser, mais en réalité, je m'aidais à me sentir en contrôle. J'étais avide, maman. Pas d'argent, de contrôle. Sophie a vu ça et l'a nourri avec des louanges. Tu es le seul assez fort pour diriger cette famille, disait-elle, et je l'ai cru. Il a secoué la tête, la voix s'étranglant. J'ai laissé une étrangère transformer ma fierté en une arme contre ma propre mère. Je suis restée silencieuse. Certaines choses ne peuvent être interrompues. Des mots coincés au milieu peuvent briser la fragile ligne de courage qui se forme à peine. Thomas a continué. Je ne te demande pas de me pardonner pour le moment. Je veux juste que tu saches que j'apprends à affronter qui je suis vraiment. Pas le fils parfait, pas le roc, mais quelqu'un qui a été faible, qui a été égoïste. J'ai regardé mon fils, l'homme que je pensais avoir perdu pour toujours. J'ai parlé doucement, chaque mot clair. Reconnaître l'erreur est le premier pas, Thomas. La réparer est le long chemin, il a hoché la tête, les yeux rouges. Je sais, et je suis prêt à le parcourir, peu importe le temps que ça prendra. Nous sommes restés assis à regarder l'eau pendant un long moment. Un canard a glissé, laissant de petites ondulations qui se sont estompées. J'ai pris une longue inspiration et j'ai dit, si tu veux vraiment réparer ça, nous commencerons petit. Thomas a levé les yeux, plein d'attente. Nous nous verrons une fois par semaine dans un lieu public, comme ce parc. Pour les 3 premières rencontres, pas de discussion sur la maison. D'accord, a-t-il répondu doucement. Je suis d'accord. Nous parlerons de ce qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui et de ce qui a fait de moi la mère que tu as oubliée. Thomas a souri un peu pour la première fois depuis des mois. Tu enseignes toujours comme quand j'étais enfant. Les gens n'arrêtent pas d'être des mères quand leurs enfants grandissent, Thomas. Ils changent juste leur façon d'enseigner. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons respecté notre accord. La première semaine, Thomas a parlé de sa thérapie, le programme que Nora avait recommandé. Il a dit que le thérapeute l'avait aidé à voir que la barrière avec sa mère s'était formée après la mort de son père. J'avais peur que tu sois fragile, alors j'ai essayé de tout porter, mais plus je portais, plus je voulais le contrôle. Et Sophie a transformé le contrôle en pouvoir. J'ai dit doucement. Exactement. Elle m'a fait croire que l'amour a besoin d'un gagnant. La 2e semaine, Thomas a parlé de tenir un journal en thérapie. Il a écrit sur son addiction aux louanges. Chaque fois que Sophie disait « Seul toi me comprends », il se sentait digne. Elle savait exactement comment me rendre dépendant d'elle. Et quand j'ai commencé à douter, elle a dit que j'essayais de nous diviser. Un mensonge est plus facile à croire que la vérité quand il est dit d'une voix douce, ai-je dit, à moitié à lui, à moitié à moi-même. La 3e semaine, nous avons enfin parlé de moi. J'ai parlé à Thomas de la solitude d'une aînée privée d'autorité dans sa propre maison.
Sais-tu ce que ça fait? Quand les gens disent que tu devrais te reposer, ce qu'ils veulent dire, c'est que tu n'as plus le droit de décider. J'ai eu un mince sourire, la voix instable. Ils n'ont pas besoin de te forcer à partir. Ils te font juste sentir inutile. Thomas a baissé la tête, la voix rauque. Je t'ai fait sentir comme ça. Oui. J'ai hoché la tête. Mais maintenant tu me fais sentir écouter à nouveau. Après 3 réunions, nous avons écrit 10 engagements, divisant la page en 2. Mais 5. 1. Ne pas utiliser le passé comme une arme quand tu essaies sincèrement de réparer. 2. Ne pas utiliser ma douleur comme une arme. 3. Écouter plus, parler moins. 4. Enseigner par l'expérience, pas par la culpabilité. 5. Garder un chemin ouvert pour la mère et le fils, aussi étroit soit-il. Les 5 de Thomas. 1. Ne pas nier la vérité même quand elle me fait honte. 2. Ne plus laisser personne se mettre entre nous. 3. Ne pas définir l'amour par l'argent ou le pouvoir. 4. Respecter les limites que tu fixes. 5. Se souvenir que la gentillesse n'a pas de prix, seulement la condition de l'honnêteté. Nous avons signé 2 copies, les avons échangées et avons souri. Pas un sourire joyeux, mais un sourire éclairé par un commencement. À la fin, Thomas a sorti un trousseau de clés de sa poche. Maman, je veux te rendre ça. J'ai regardé et j'ai reconnu les doubles des clés de la maison des chênes, celles que Sophie gardait dans son sac. Thomas les a posées dans ma main, la voix ferme. Je ne veux pas le droit d'entrer quand tu n'es pas là. Si tu es d'accord, j'aimerais une clé d'invité, utilisée seulement quand tu m'appelles ou quand tu es présente. J'ai tenu les clés, lourdes comme un symbole. Pas lourdes de métal, mais de ce qu'elles avaient représenté, le déséquilibre entre la confiance et la trahison. J'ai parlé lentement. Je suis d'accord. Tu peux garder une clé d'invité, mais souviens-toi, j'offre une chance, pas du pouvoir. Thomas a hoché la tête. Je comprends. Je ne veux plus de pouvoir. Je veux juste retrouver ma mère. J'ai dû me détourner pour cacher la larme qui est montée. J'ai souri et j'ai répondu doucement. Je suis toujours là, Thomas. Je n'ai juste plus besoin d'être sauvé. Nous sommes restés assis un moment de plus, regardant les feuilles tomber. Au loin, des enfants se poursuivaient sur l'herbe, leurs rires éclatant dans la brise. Thomas a demandé, « Combien de temps penses-tu qu'il faudra avant que je puisse rentrer à la maison ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai levé les yeux. La lumière vacillait à travers les feuilles. Quand tu comprendras vraiment qu'une maison ne consiste pas à avoir des clés, mais à avoir des responsabilités, ai-je dit. Alors la porte s'ouvrira d'elle-même. Thomas est resté silencieux, mais je l'ai vu dans ses yeux. Une petite lumière, faible mais réelle. Je savais qu'il avait recommencé à se retrouver. Quand nous nous sommes dit au revoir, il m'a serré dans ses bras. Pas un câlin d'excuse, mais l'étreinte de quelqu'un qui sait qu'il a encore une chance. Je l'ai regardé s'éloigner, le vent du début de l'automne passant dans mes cheveux. En moi, il n'y avait pas de colère, seulement une petite croyance stable que parfois la chose la plus difficile n'est pas de pardonner à quelqu'un d'autre, c'est d'être assez fort pour pardonner tout en gardant ses limites. J'ai marché lentement vers la voiture, me sentant un peu plus légère. Dans ma main, les clés étaient du métal froid. Mais dans mon cœur, je savais que je tenais autre chose. Le contrôle d'une vie que je pensais avoir perdue pour de bon. Le temps a passé plus vite que je ne l'avais prévu. Depuis notre rencontre au parc de la Roseraie, plus de 8 mois s'étaient écoulés. L'hiver s'était estompé, le jardin avait de nouveau fleuri, et les roses pourpres foncées de Théo bordaient à nouveau le chemin. Chaque matin, j'arrosais, j'écrivais dans mon journal, je préparais du thé et je mettais « Fly me to the moon ». De petites habitudes qui ont redonné vie à la maison, petit à petit. Thomas vit maintenant dans un petit appartement à Bois-Joli, à environ 15 minutes de route de ma maison. J'avais peur que cette distance n'éloigne encore plus mon fils, mais il s'est avéré que c'était le meilleur remède. La distance aide les gens à se voir clairement. Il vit simplement, un travail stable, payant toutes ses factures, plus de cocktails ou de projets d'investissement prometteurs mais vagues. Quand je lui ai rendu visite une fois, j'ai remarqué une petite pancarte sur le mur. Pas de dette, pas d'emprunt, pas de vie aux dépens de quelqu'un. 3 lignes manuscrites, mais j'ai compris. C'étaient les 3 nouvelles limites de Thomas. Puis, un soir, il a appelé. « Maman, je veux te présenter quelqu'un. Pas de précipitation. Je pense juste que tu l'aimeras. » J'ai souri et j'ai demandé doucement. « Comment s'appelle-t-elle » ? Léa Martin. Elle enseigne les arts plastiques au lycée voisin. Je ne l'ai pas dit, mais une tension m'a traversée. Je ne ressentais pas de ressentiment à ce que Thomas est quelqu'un de nouveau. J'avais juste peur que l'histoire se répète.
À mon âge, cette peur ne vient pas de la jalousie ou du contrôle, mais de l'instinct de quelqu'un qui a été profondément blessé. Nous nous sommes rencontrés 3 semaines plus tard. Léa est arrivée exactement à l'heure, ni en avance, ni en retard. La trentaine, des cheveux bruns courts et soignés, une robe en limbe pâle, un simple bracelet en argent au cou. Quand elle m'a serré la main, elle m'a regardé droit dans les yeux, sa voix chaude et claire. « C'est un grand plaisir de vous rencontrer, Madame Leclerc. Thomas m'a beaucoup parlé de vous. » J'ai souri légèrement. J'espère qu'il a dit la vérité. Elle a souri, les yeux brillants. En partie. Il apprend encore à la dire correctement. J'ai ri. Personne n'avait jamais parlé de Thomas comme ça. Pas de flatterie, pas d'évasion. Ce café s'est déroulé sans heurts. Léa parlait juste assez. Pas d'ostentation, pas d'essai de me convaincre. Quand Thomas s'est éloigné pour commander, elle s'est tournée vers moi, direct. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas le changer. Je veux seulement marcher avec lui s'il le veut vraiment. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose s'apaiser. Pour la première fois, j'ai vu une femme qui ne cherchait pas une place dans la maison des chênes, seulement une place dans le cœur de Thomas. 2 mois plus tard, Thomas a appelé. Maman, Léa et moi sommes sérieux. Mais il y a quelque chose qui m'a surpris et m'a fait me sentir plus léger. Qu'est-ce que c'est? Elle a dit que si nous nous marions un jour, elle veut un contrat de mariage clair, en séparation de biens. Nous gardons chacun nos propres actifs, pas d'enchevêtrement. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai ri. Alors je devrais envoyer des fleurs à Léa. Je le pense aussi, a dit Thomas, semblant plus à l'aise que je ne l'avais prévu. Pour la première fois, j'ai l'impression qu'aimer quelqu'un ne vient pas avec un devoir ou un pouvoir. Quand Thomas a demandé pour un dîner avec Léa, j'ai accepté avec des conditions. Un endroit neutre, ni chez toi, ni chez moi. D'accord. Et personne ne mentionne la valeur de la maison. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que je veux savoir ce que tu as vraiment appris. Thomas est resté silencieux quelques secondes, puis a dit « Je comprends ». Nous avons choisi un petit restaurant du centre-ville, celui où Théo m'avait emmené lors de nos premiers rendez-vous. Notre table était près de la fenêtre, face aux lumières des voitures qui passaient. Léa est arrivée 5 minutes en avance et a commandé de l'eau pour la table. Quand Thomas est arrivé, elle a souri. « J'ai commandé du thé noir pour toi. Je sais que tu réduis le café. » J'ai remarqué la façon dont Thomas la regardait. Pas d'adoration comme avec Sophie. C'était de l'égalité et de la gratitude. Le dîner était chaleureux. Pas de vantardise, pas de comptage de points. Nous avons parlé de peinture, de livres et d'enseignement. Léa a partagé des histoires sur des élèves difficiles mais attachants. J'ai raconté l'histoire de Théo, essayant d'apprendre à dessiner pour moi et abandonnant parce que son dessin de chat ressemblait à un ours. Nous avons tous ri. Et à ce moment-là, le sourire de Thomas avait l'air naturel. Sans défense, sans prétention. À partir de ce jour, Thomas a commencé à faire amende honorable par des actes, pas des promesses. Il venait chez moi tous les week-ends, réparait la clôture en bois pourri à l'arrière, repeignait le portail et remplaçait les ampoules du couloir. Sans histoire, sans annonce, juste une petite note sur la table de la cuisine. C'est fait, maman. Une fois, il m'a emmenée à un rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Quand j'ai dit « Je peux conduire moi-même », Thomas a simplement souri. Je sais, mais tu as pris soin des autres toute ta vie. Laisse-moi prendre soin de toi pour un après-midi. Ce n'est pas injuste. Je n'ai pas discuté. À mon âge, j'ai appris que recevoir est aussi une façon d'aimer. Un après-midi, Nora a appelé, sa voix légère comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Félicitations, Madame Hélène. Le divorce est finalisé. Sophie ne peut prendre que ses effets personnels et ses vêtements. Pas de biens, pas de compensation. Je me suis assise, les mains tremblant légèrement. Pas de joie, mais parce que ce terrible chapitre était enfin vraiment clos. Merci, Nora. Pas seulement pour l'affaire, mais pour m'avoir montré que les femmes peuvent être fortes à tout âge. Nora a ri. Vous le faites vous-même depuis longtemps. Je n'ai fait que livrer le jugement. Ce soir-là, j'ai cuisiné le premier dîner en près de 2 ans avec Thomas de retour à table. Poulet rôti au miel et purée de pommes de terre, exactement comme il l'aime. J'ai envoyé un court message à mon fils. Si tu n'es pas occupé, viens dîner à la maison ce soir. Pas besoin de dire quoi que ce soit, juste manger. Vers 19h, la sonnette a retenti. Thomas se tenait dehors avec un bouquet de chrysanthèmes blancs. Pour toi, a-t-il dit, la voix un peu tendue, parce que tu as fait ce que je ne pouvais pas. Tu as gardé la maison et tu as gardé ton cœur.
J'ai pris les fleurs et je les ai mises dans un vase au centre de la table. Nous nous sommes assis pour un repas simple qui semblait étrangement chaleureux. Personne n'a mentionné Sophie. Personne n'a mentionné les jours difficiles. Il n'y avait que le doux tintement des couverts, le vent à la fenêtre et un sentiment que je pensais avoir perdu pour toujours, la sécurité. Quand nous avons fini, Thomas m'a aidé à faire la vaisselle. Je me tenais à côté de lui, séchant chaque assiette, et j'ai dit lentement, « Tu sais, je ne pensais pas que nous aurions un jour ce jour. » Thomas a levé les yeux, son regard plus doux. Moi non plus, mais parfois les miracles ne viennent pas des prières. Ils viennent de leçons si douloureuses qu'elles vous forcent à changer. J'ai souri et j'ai hoché la tête. Et d'avoir le courage de revenir dans la maison qui vous a autrefois blessé. Cette nuit-là, après le départ de Thomas, je suis sortie sur le porche et j'ai regardé le jardin de roses au clair de lune. Le vent portait l'odeur de la terre, des fleurs et des choses qui étaient revenues à la vie. J'ai murmuré à Théo, « Tu vois ? J'ai tenu ma promesse. Notre maison est toujours un lieu d'amour, pas un champ de bataille. » À 72 ans, je comprends ceci. Le pardon n'efface pas le passé. Il ouvre seulement un chemin pour que l'avenir puisse commencer. Et ce soir, quand la porte de la maison des chênes s'est refermée derrière moi, pour la première fois depuis très longtemps, je savais que j'étais vraiment rentrée à la maison, non seulement en corps, mais aussi en cœur. 1 an après la nuit où Thomas est revenu pour le dîner, le jardin de roses était de nouveau en pleine floraison. Les fleurs pourpres foncées coloraient le chemin, et leur parfum me faisait penser à Théo, l'homme qui a cru toute sa vie que chaque tempête passe si nous tenons bon. Ce matin-là, Thomas a appelé. Sa voix contenait une petite excitation, mais elle était plus chaude et plus stable que jamais. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Une autre conversation de retour à la maison. Il a eu un petit rire. « Non, maman. Il s'agit de construire un foyer à ma façon. » Et puis il a dit qu'il avait demandé Léa en mariage. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Dans la voix de Thomas, j'ai entendu un calme que je n'avais pas entendu depuis des années. Pas de théâtralité, pas de promesses en l'air, juste la stabilité d'un homme qui était tombé et avait appris à se relever de la bonne manière. Cet après-midi-là, Léa est passée. Elle m'a serré légèrement dans ses bras et a parlé doucement. Je sais que je n'ai pas besoin de permission, mais je veux d'abord vous écouter. Si vous n'êtes pas vraiment à l'aise, Thomas et moi attendrons. Je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que Sophie n'a jamais eu, le respect. J'ai souri et j'ai hoché la tête. J'ai seulement besoin de savoir que mon fils est aimé avec liberté, pas avec des conditions. Elle a serré ma main et a souri brillamment. Alors je crois que c'est le bon commencement. Le mariage a eu lieu dans le jardin de roses derrière la maison des chênes, en petit comité. Juste quelques parents, quelques amis, et Marc, mon frère, qui a officié. Thomas portait un costume gris. Léa portait une simple robe blanche, pas de diamants, pas de champagne, juste de la musique douce et le parfum des orchidées flottant dans la brise. Quand Marc a levé son verre, il a parlé lentement, sa voix aussi stable que jamais. À ceux qui osent dire non au bon moment et osent recommencer, même tard. Nous avons trinqué et la lumière du soleil a brillé à travers le cristal, aussi brillante qu'une bénédiction. Je me suis assise tranquillement, regardant mon fils et sa femme danser. L'ancienne douleur semblait se dissoudre dans l'air, non pas disparue, mais ne battant plus. Elle était devenue la terre où quelque chose de nouveau pouvait pousser. Quand la réception s'est terminée, Thomas est venu vers moi et m'a embrassé sur le front. « Maman, je promets que je ne toucherai jamais à la maison des chênes. » J'ai souri et j'ai expiré comme si je déposais un poids que j'avais porté bien trop longtemps. Tu n'as pas besoin de promettre. Souviens-toi juste que cette maison n'a pas besoin d'un garde. Elle a besoin de quelqu'un qui sait comment la chérir. Quelques semaines plus tard, j'ai revu Nora. Elle m'a regardée et a reconnu que je n'étais plus la femme tremblante qui avait signé des papiers 1 an plus tôt. Vous semblez plus légère. Parce que j'ai appris à faire confiance à nouveau, ai-je dit, puis j'ai ouvert mon sac et je lui ai tendu un dossier. Je veux mettre à jour mon testament personnel. Nora l'a examiné et a souri. La bourse d'art Théodore et Hélène Leclerc. Ça sonne magnifique. J'ai hoché la tête. Au lieu de laisser de l'argent à quelqu'un, je veux laisser des chances aux autres de commencer. Peut-être que quelque part, il y a une jeune fille qui peint dans une petite chambre et qui croit encore au bien. Nora a posé une main sur mon épaule. Vous n'avez pas seulement gardé la maison, vous avez gardé son esprit. J'ai répondu, ma voix basse, je me suis gardée moi-même. C'est la vraie victoire, Nora. Cette nuit-là, j'ai ouvert le vieux journal en cuir, celui où j'avais autrefois enregistré chaque preuve, chaque blessure. Sur la dernière page, j'ai écrit « Les limites ne sont pas des murs ».
Les limites sont un amour qui sait se protéger. Quand nous disons « assez », cela ne signifie pas que nous n'aimons pas. Cela signifie que nous aimons assez pour ne plus nous transformer en victimes. J'ai fermé le journal et je l'ai mis dans le tiroir à côté de l'alliance de Théo. Dehors, le vent de la nuit agitait les rideaux. Tard un soir, je suis sortie sur le porche avec une tasse de thé chaud et j'ai regardé les petites lumières scintiller à travers les roses. Le vent portait leur douceur, et dans le bruissement des feuilles, j'ai entendu la voix de Théo, profonde, chaude, lointaine et proche à la fois. J'ai toujours su que tu y arriverais, Hélène. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai souri. J'ai gardé la maison, Théo, mais plus important encore, je me suis gardé moi-même. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé la brise passer dans mes cheveux d'argent, laissant mon cœur dériver comme la dernière feuille de la saison, n'oubliant pas, mais ressentant la paix dans des souvenirs soigneusement remis à leur place. Si quelqu'un me demandait ce qu'est la paix, je dirais que c'est quand on peut traverser la pièce qui vous faisait autrefois trembler sans avoir peur. C'est quand on peut se souvenir de la personne qui vous a blessé sans plus ressentir de haine. C'est quand on sait que le passé ne commande plus le présent. Je pensais autrefois que pour continuer, je devais oublier. Mais maintenant, je sais que la paix n'est pas l'oubli, c'est se souvenir sans douleur. J'ai ajouté une dernière ligne à mon journal. Si quelqu'un est méprisé, poussé hors de sa propre maison, souvenez-vous, gardez des registres, installez des preuves, trouvez des alliés de confiance et ne reculez jamais, même quand on vous dit que vous êtes trop vieux pour vous battre. Avant de me coucher, j'ai ouvert la fenêtre. La lune descendait, déposant une douce lumière dorée sur la maison. La maison des chênes n'était plus un champ de bataille, mais de nouveau un foyer, l'endroit où une femme a appris que le véritable amour marche toujours main dans la main avec les limites. J'ai souri et j'ai murmuré « Bonne nuit, Théo. Merci de m'avoir laissé une maison où j'ai pu apprendre à devenir la propriétaire de moi-même. » Puis je suis retournée à la table et j'ai allumé une petite bougie, laissant son scintillement chaud toucher notre vieille photographie, le sourire toujours plein, comme s'il n'y avait jamais eu de séparation. Si cette histoire vous a fait faire une pause pour vous souvenir de vous-même, d'une limite, d'une blessure, ou d'un moment où vous avez dû être fort, dites-moi d'où vous écoutez. Je n'ai pas besoin de chiffres. Je veux juste savoir que quelque part, quelqu'un est éveillé, écoute et retrouve la foi comme je l'ai fait autrefois. Même un seul commentaire, un « j'aime » ou un petit abonnement peut être la main que vous tendez à ceux qui se sentent perdus, leur faisant savoir qu'ils ne sont pas seuls. Merci d'être restés jusqu'à la fin, d'avoir partagé votre temps pour parcourir cette histoire avec moi. Je vous retrouverai dans la prochaine, où nous trouverons un autre morceau de paix au milieu de toutes les choses que nous pensions avoir perdues.